Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre épisode mensuel consacré à la méthode d'écriture d'un ou d'une écrivaine renommée. Et aujourd'hui, sans plus attendre, je vous laisse deviner de qui nous allons parler avec un avant-goût, grâce à l'écoute d'un des passages les plus célèbres de la littérature mondiale. C'est parti. Vous venez me dire que vous m'aimez contre votre volonté. Croyez-moi, je ne pensais pas... N'est-ce pas là une bonne raison à mon impolitesse? Mais j'en ai d'autres et vous n'êtes pas sans le savoir. Lesquelles? Croyez-vous que je puisse accepter l'homme responsable d'avoir détruit, peut-être pour toujours, le bonheur d'une sœur qui m'est si chère? Oseriez-vous nier, monsieur Darcy, que vous avez séparé deux jeunes personnes qui s'aimaient en exposant votre ami à la critique des autres pour son caprice et ma sœur Jane à leur dérision pour avoir perdu toute espérance, puis en leur infligeant à tous deux le chagrin le plus vif? Je ne nie rien. Quelle raison aviez-vous? J'ai cru votre sœur indifférente à mon ami. Indifférente? Je les ai observés et j'ai vu chez lui un sentiment bien plus sincère. C'est de la timidité chez Jane. Bingley aussi est modeste, mais il ne voyait pas chez elle de réel Vous attachement. l'avez influencé. C'est un service que je lui ai rendu. Ma sœur manifeste autant de réserve avec moi. Je suppose que vous pensiez que la fortune de votre ami pesait Non, lourd dans la je n'ai jamais balance. cru votre sœur intéressée, bien que cette Comment pensée... vous pensez? Ce mariage présentait certes de gros avantages Ma pour sœur une vous jeune a donné fille. cette impression? Non, toutefois je dois avouer que c'est poser le problème de votre famille. Ah, ce fameux passage d'Orgueil et Préjugés, bien évidemment il s'agit là de l'adaptation cinématographique du roman célébrissime de Jane Austen. Je vous avoue que j'ai dû lire ce roman environ 4 ou 5 fois, pas à chaque fois pour les mêmes raisons, plutôt pour le côté sentimental lorsque j'étais plus jeune. Et puis ensuite, eh bien en fait, on ne se lasse pas de cette plume, de cet enchaînement et de cette maîtrise narrative de Jane Austen, ce qui fait qu'on y revient aisément. Vous l'aurez bien sûr deviné, donc aujourd'hui nous nous plongeons dans la méthode d'écriture de la grande, de la mordante, de la pétillante Jane Austen. Mais avant de vous livrer les secrets de ces manuscrits, vous le savez, on commence par quelques repères biographiques. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter son célèbre roman Orgueil et Préjugés, mais peut-être qu'il est en revanche utile de rappeler quelques faits sur sa brève existence. Jane Austen naît le 16 décembre 1775 à Steventon, dans le Hampshire, en Angleterre. Elle naît au sein d'une nombreuse fratrie puisqu'elle est la 7e des 8 enfants de George Austen, un pasteur anglican, et de Cassandra Leigh Austen. Elle a 6 frères et une sœur, Cassandra, dont elle sera très proche toute sa vie. La famille Austen appartenait à la petite noblesse campagnarde que l'on appelait jadis la gentry, qui est une classe sociale à mi-chemin entre la bourgeoisie et l'aristocratie. Pour l'expliquer simplement, car nous n'avons pas connu d'équivalent en français, il s'agit d'une classe de rentiers, donc qui ne travaillaient pas, contrairement aux bourgeois, mais dont les revenus étaient bien plus modestes que ceux de l'aristocratie anglaise, et c'est pourquoi on avait du coup créé ce terme spécifique. Et d'ailleurs, là dans l'extrait que je vous ai passé, il y a justement ce statut social de la gentry auquel appartient Elizabeth et Jane dans le roman Orgueil et Préjugés et dont il sera fréquemment question dans les écrits de Jane Austen. Pour revenir à nos moutons, Jane passe une grande partie de sa vie dans le Hampshire, entourée de sa famille. Elle connaît un grand luxe dans cette famille nombreuse, malgré les revenus modestes, puisque leur péché mignon, c'était la lecture. Et pourquoi je dis un péché mignon? C'est parce qu'à l'époque, bien évidemment, le papier, et donc, a fortiori les livres, étaient bien plus onéreux que maintenant. Malgré leurs revenus relativement modestes, la famille s'entoure d'une bibliothèque conséquente et l'alimente régulièrement. Et d'ailleurs, le père lui autorise un accès illimité à tous les livres, ce qui lui permet de développer un intérêt précoce pour la littérature et l'écriture, vous allez le voir. Cette bibliothèque familiale était tout de même constituée de plus de 500 ouvrages, ce qui est quand même assez conséquent pour l'époque et reste conséquent à l'heure actuelle pour toute personne qui s'intéresse un petit peu à la lecture. Elle reçoit une éducation principalement à domicile dans l'écrin familial, qui est suffisamment libéral en ce sens où toutes les idées sont débattues et admises et où chaque enfant peut aller un petit peu vers son penchant naturel sans que les parents ne le contraignent à suivre une autre voie.
Les lecteurs fervents de Jane Austen pourront ici encore y retrouver une connivence assez frappante avec l'éducation d'Elizabeth et de Jane, toujours dans Orgueil et Préjugés, tout comme de la figure paternelle où on se souvient très bien, du père d'Elizabeth et Jane et des autres sœurs qui se réfugie toujours à son aise dans sa bibliothèque et qui laisse un petit peu les sœurs vaquer à leur passion, que ce soit pour la lecture, le tricot, la musique ou encore le dessin, sans vraiment les entraver dans leur passion. Jane, pour sa part, est encouragée par sa famille et commence à écrire des histoires dès son plus jeune âge. Ses premiers travaux comprennent des parodies et des récits humoristiques des romans sentimentaux qui paraissent à l'époque et qui sont souvent écrits pour le divertissement de sa famille. On a ainsi la trace de manuscrits qu'elle a écrits alors qu'elle n'avait que 12 ans et qu'elle a écrit tellement proprement que vous allez le voir comme je voulais, vous allez l'entendre comme je vais vous l'expliquer juste après, mais en fait elle les mettait véritablement en page et le recopiait comme un vrai livre qu'elle destinait ensuite à diffusion à échelle familiale. Cependant, ce n'est qu'à l'âge adulte qu'elle a sérieusement envisagé de devenir écrivaine. En 1801, la famille Austen déménage à Bath, une ville à la mode à l'époque où Jane commence à fréquenter les cercles littéraires et sociaux. Toutefois, la mort de son père en 1805 entraîne de graves difficultés financières pour la famille, les contraignant à se déplacer souvent. En 1809, il s'installe finalement à Chewton, dans le Hampshire, à nouveau dans une maison offerte par l'un des frères de Jane, Edward. Et d'ailleurs, c'est grâce aux frères de Jane que Jane et sa mère ont pu continuer à subsister, tout autant que Cassandra, dans la mesure où les deux sœurs resteront célibataires et ne trouveront pas d'époux, notamment en raison de la dot trop modeste pour sa classe sociale, et on en revient ici à la problématique spécifique de la gentry. C'est à Chewton que Jane Austen a écrit la majeure partie de son œuvre littéraire. Elle commence à travailler sur ses premiers romans, notamment Raison et Sentiment et Orgueil et Préjugés, qui resteront les deux les plus célèbres. Cependant, sa carrière d'écrivaine est loin d'être facile. Elle rencontre beaucoup de défis pour faire publier ses œuvres, comme beaucoup de femmes d'autrices, et elle a souvent publié anonymement, d'abord sous le pseudonyme, finalement assez anonyme en tant que tel, puisque c'était simplement signé A Lady, une dame. En 1811, donc, son premier roman, Raison et Sentiment, est publié avec succès. Le plus fameux, Orgueil et Préjugés, le suit de près puisqu'il est publié pour sa part en 1813 et devient l'un des romans les plus célèbres de la littérature mondiale. Au cours des années suivantes, elle continue à écrire et à publier d'autres romans, dont Emma en 1815, Mansfield Park en 1814 et Persuasion en 1817. Malheureusement, la santé de Jane Austen commence à décliner et ce, dès les années 1810. En 1816, elle est gravement malade et malgré quelques périodes de rémission, sa santé se détériore rapidement. Elle décède le 18 juillet 1817, à l'âge finalement assez jeune de 41 ans, à Winchester, des suites d'une maladie qui reste non diagnostiquée avec certitude, mais qu'on peut probablement attribuer à la tuberculose. Au final, même si Jane avait un relatif succès commercial de son vivant qui lui a permis une relative indépendance financière, son œuvre est surtout devenue extrêmement influente après sa mort. Ce sont devenus des classiques de la littérature anglaise, admirés pour leur perspicacité sociale, pour leur humour et leur exploration des relations humaines. Et si on devait un petit peu les classifier, on pourrait dire que c'est surtout une critique des romans sentimentaux de la seconde moitié du XVIIIe siècle, et qu'on a une certaine transition. Jane Austen appartient donc entre ceci, donc cette sorte de parodie, et en même temps un courant qui se développe comme celui qui va être et va devenir le réalisme littéraire du XIXe siècle. Les intrigues de Jane Austen sont essentiellement de nature comique, c'est-à-dire qu'elles ont un dénouement heureux. Par exemple, toujours, désolée je le reprends, avec l'union d'Elizabeth et de Darcy dans Orgueil et Préjugés, mais en même temps traitent de problématiques sociales qui sont un peu le fil rouge conducteur de son œuvre, puisqu'on y retrouve toujours la dépendance des femmes à l'égard du mariage pour obtenir un statut social et une sécurité économique, tout comme cette description de la gentry et du contexte rural et mondain dans l'Angleterre du 19e siècle précoce. Toutefois, l'objet de cet épisode n'est pas d'entrer dans tous les détails de sa vie, c'est simplement pour poser des petits jalons biographiques qui vont nous permettre dès à présent de nous pencher dans ce que nous révèlent ces manuscrits et ces brouillons sur sa méthode d'écriture. C'est parti tout de suite pour la méthode d'écriture de Jane Austen.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jane Austen, dès ses débuts, donc dès son adolescence, je vous ai parlé de l'âge de 12 ans, c'est quand même vraiment très jeune, elle était très soignée et méthodique, un peu un genre d'Hermione Granger adolescente. Adolescente, alors qu'elle écrit pour sa sœur et ses frères, en fait plus ou moins toute la famille, elle achète des carnets de notes, ou plus probablement son père les lui procure, enfin bref, et eh bien elle commence à les utiliser pour son écriture. Moi, pour vous poser un petit peu le contexte, quand j'utilise des carnets de notes pour mon écriture et mes idées de romans, ce sont des brouillons avec des phrases un peu éparses, des idées qui sont parfois sans queue ni tête pour un chapitre ou un autre, enfin je les note un petit peu au gré de mon inspiration et c'est à ça que ça me sert. Globalement, ils sont couverts d'une écriture relativement illisible que je rature au saut du lit, enfin c'est pas très joli à voir et franchement, je pense que personne d'autre à part moi ne peut y comprendre grand chose. Par comparaison, mais bien évidemment, comparaison n'est pas raison, surtout quand il s'agit de Jane Austen, elle, même à 12 ans, elle s'emploie rigoureusement à tout écrire proprement, à présenter ses carnets quasiment comme des livres finis, avec une table des matières, une écriture non raturée, qui, en somme, eh bien finalement n'ont rien à voir avec des carnets qui pourraient s'apparenter à des brouillons. Et vous allez voir que cette caractéristique précoce, elle va le garder tout au long de sa vie, puisque tout au long de sa vie, elle va écrire ses livres, ses manuscrits, dans des carnets de notes qu'elle finira par fabriquer elle-même. Ce qui est intéressant, c'est que ces carnets étaient bel et bien plus ou moins des livres, dans la mesure où l'on sait que ces œuvres de jeunesse, essentiellement satiriques, ont circulé au sein de cette famille nombreuse et ont probablement influencé sa méthode d'écriture par la suite. Une fois adulte, même pour ses romans les plus célèbres, Persuasion, Raison et Sentiment, Orgueil et Préjugés, notre chère Jane continue de vouloir faire complexer tous les auteurs et autrices qui viendront après elle en digne précurseuse d'Hermione Granger. Non, j'ai pas du tout d'amertume en disant ça. Et elle crée elle-même des tout petits livrets de papier qui lui serviront de brouillon. Quand je dis qu'ils sont tout petits, c'est que ce sont quand même des livrets dont les plus grands font entre 19 par 12 cm pour certains, ce qui est déjà un carnet plutôt modeste, et parfois les plus petits font entre 15 cm donc de hauteur et 9 cm de large. Qu'elle couvre, donc elle les fabrique, donc elle fabrique ses livrets avec des papiers qu'elle plie, qu'elle achète chez le papetier, et ensuite qu'elle relie elle-même, qu'elle coud les différents livrets, et qui vont lui servir de brouillon. À l'époque, c'était un procédé assez courant de se servir de livrets comme ça pour faire des brouillons plutôt que d'avoir des feuillets volants, notamment dans le monde anglo-saxon, mais le cas échéant, souvent il y avait le recto qui était utilisé pour le premier jet, et le verso permettait après d'apporter des corrections et donc du coup de procéder comme un véritable brouillon, sauf que ce ne serait pas sur des feuilles volantes. Jane, elle, et c'est là qu'on voit sa maîtrise narrative, elle couvre le recto et le verso. Dès le premier jet, le tout avec une écriture extrêmement serrée et quasiment aucune marge. Du coup là, pour vous permettre de l'imaginer, puisque vous ne pouvez le faire que par le son et non pas par le visuel, il faut vous imaginer des petits carnets comme ce que nous on pourrait prendre dans un sac ou quasiment dans la poche, qui sont couverts d'une minuscule écriture sur toutes les pages, sans aucune marge et quasiment sans interligne. Contrairement à Victor Hugo par exemple, dont je vous avais expliqué le processus créatif dans un précédent épisode et qui composait tout sur des feuillets volants, en changeant parfois radicalement de place un passage avec un autre au gré de son inspiration, Jane, elle, procède de manière méthodique et surtout quasiment d'une traite, et c'est ça qui est impressionnant. La progression est implacable et la forme du livret l'incite d'emblée à proposer une version quasiment aboutie de ses romans. Alors bien sûr, elle fait des corrections, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il y en a relativement peu par rapport à d'autres auteurs ou autrices, et surtout, alors est-ce que c'est par économie de papier ou par une abondante confiance en elle, en tout cas, elle ne prévoit aucune place pour les effectuer. Et donc quand elle effectue des corrections, des ratures, etc., elle les développe soit de manière très minuscule entre les lignes, soit elle colle carrément des petits morceaux de papier à la manière d'un patchwork qu'elle peut déplier donc dans le minuscule espace de marge qu'elle laisse, ou qu'elle épingle carrément à la page. On sait également qu'elle était très rigoureuse en écrivant tous les jours pour donner ensuite ses textes à relire à sa sœur Cassandra, qui a été sa complice de toujours, et finalement une sorte de bêta-lectrice attitrée. Comme je le disais, bien sûr, certaines pages sont malgré tout raturées, c'est comme tout écrivain, un processus d'écriture, c'est progressif, et donc malgré sa progression très linéaire dans son écriture, elle les révisait tout de même, mais encore une fois, c'était à la marge, et surtout on est loin des ratures et des insatisfactions chroniques de Flaubert par exemple, que je vous ai présenté le mois dernier.
On peut supposer que si Jane économisait le papier par souci financier, vu les revenus modestes dont elle jouissait, ça se soit aussi progressivement transformé en contrainte créative dont elle avait besoin pour se discipliner et recentrer son écriture sur un art dépouillé. Il faut quand même imaginer, donc écrire de cette écriture minuscule et dans un tout petit carnet, dans un tout petit espace, ça requiert un effort intense de concentration dont elle avait sans doute besoin pour fixer sa vision et écrire sur ces minuscules supports. Sans doute que cette forme et cette contrainte de forme dans l'écriture explique aussi en partie pourquoi est-ce qu'on a une écriture aussi sobre, aussi fluide, qui ne part pas dans 10 000 entremêlements syntaxiques, etc. Quand on lit Jane Austen, on est en effet surpris par vraiment la modernité de son écriture et par sa fluidité de lecture. Enfin, on a également quelques témoignages posthumes qui proviennent principalement de ses nièces et qui nous sont parvenus et qui semblent indiquer que si Jane n'utilisait pas ou peu de brouillon, en tout cas pas au sens volubile de feuilles volantes, c'est notamment parce qu'elle composait probablement une partie de ses pages dans sa tête, phrase par phrase, avant d'aller les poser sur le papier. Notamment les dialogues, qui sont les passages qui sont le moins retravaillés dans ses manuscrits. Par exemple, on a le témoignage de 2 nièces, Marianne et Louise Knight, qui, évoquant probablement la visite de Jane Austen chez elle à l'automne 1813, racontent bien plus tard le souvenir d'avoir vu leur tante Jane écrire et qui décrivent Tante Jane, alors là je cite, se tenait assise silencieusement à l'ouvrage, cousant à côté du foyer dans la bibliothèque, se taisant pendant un bon moment, et puis soudain éclatait de rire, se dressait en sautant et traversait la pièce en courant jusqu'à une table où il y avait des plumes et du papier, écrivait quelque chose et retournait près du feu, reprenant tranquillement son ouvrage comme auparavant. Le système général qu'on observe dans les brouillons d'Austen, donc des passages plutôt nets, sans correction, interrompus par des sections densément remaniées, suggère du coup qu'il y a non seulement la transcription des conversations qui prenaient forme dans sa tête avant le moment même de l'écriture, mais aussi qu'en tant qu'écrivain, Jane Austen était un auteur à processus plutôt qu'à programmation, c'est-à-dire en gros, pour le reformuler dans les expressions que nous on emprunte aujourd'hui, elle n'était pas architecte, elle était plutôt jardinier, elle écrivait spontanément en comptant assez peu sur des plans conçus à l'avance ou sur des notes, en tout cas on n'a aucune note ou aucun plan qui n'aurait été conservé. Contrairement à Zola par exemple, dont on a retrouvé énormément de notes préparatoires, ou à Balzac également qui faisait des véritables maquettes de ses romans. Donc on a une écriture qui évolue de manière fragmentaire et qui prennent de l'ampleur spontanément, de fil en aiguille, au lieu d'avoir d'emblée une vision d'ensemble du plan du roman et du processus narratif qu'elle compte développer. Malheureusement, on n'a aucun des manuscrits de ces romans majeurs qui ne nous est parvenu, et un certain nombre de lettres qu'elle échangeait avec sa sœur Cassandra ont été brûlées par cette dernière, ce qui fait que, en la matière, au niveau de son processus créatif, on en est réduit à se fier à quelques bribes d'informations, donc comme je le disais, qui proviennent de ses neveux et nièces, mais également de manuscrits qu'on a, mais pour des œuvres plutôt mineures qui sont moins connues de Jane Austen. De manière générale, néanmoins, on peut sans trop se tromper, affirmer qu'elle était d'une rare minutie, avec vraiment une méthode au jour le jour, et également un processus créatif, alors, et bien finalement, presque comme de l'écriture automatique, qui faisait de son premier jet un manuscrit presque abouti. Les dessous de la littérature, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous les derniers épisodes. À bientôt!